Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence sur la maîtrise de soi. Je vais laisser un petit temps pour que toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre puissent nous rejoindre. Et en attendant, ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Voilà, pour qu'on puisse démarrer en ayant l'assurance que la technique est avec nous. Donc, n'hésitez pas dans le chat à me dire si vous êtes là. Coucou Agnès, coucou Marie, coucou Yasmine, coucou Mathias, coucou Alix. Bienvenue à tous. Je suis ravie que vous soyez là. Et Fanny me confirme que tout est OK. Super, bien, impeccable. Alors, on va pouvoir démarrer dans le sujet. Et en attendant que voilà, les dernières personnes qui souhaitent venir nous rejoignent, eh bien, je vais tout simplement vous poser déjà une première question. Bonsoir Émilie, bonsoir Cécile. Pensez-vous que vous êtes victime d'un hyper-contrôle? Est-ce que vous avez tendance à tout contrôler ou en tout cas à avoir une tendance à énormément contrôler certains aspects de votre vie? On n'est pas toujours hyper contrôlant dans tous les domaines de notre vie, mais il peut y avoir un aspect de notre vie où on sent qu'on est vraiment en hyper contrôle, c'est-à-dire que on se lâche pas la grappe, on se met vraiment toute la pression. Est-ce que donc, vous pouvez me dire dans le chat si c'est une thématique qui vous parle et si oui, si c'est dans un domaine particulier. Le contrôle te connaît bien, Fanny, et tu manges une endive. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Vous voyez que moi j'ai une endive qui m'attend pour l'après-conférence. Il y a toujours une endive qui n'est pas loin. Donc Cécile, Fanny, vous me dites que oui. Agnès, pas vraiment. OK. Et Philippe, plutôt dans le domaine professionnel. Donc Cécile et Fanny, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous pensez être plus en hyper-contrôle ou est-ce de manière générale, c'est-à-dire une tendance, on va dire, du caractère, de votre personnalité? Moi, pour vous répondre, je connais très, 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 très bien le sujet et je suis vraiment, on va pas dire de nature, mais ma personnalité s'est vraiment développée autour de l'hyper-contrôle, de l'hyper-rationalisation. Donc, c'est quelque chose que je connais vraiment très, très, très bien. Donc, Cécile, tu parles dans l'organisation familiale et professionnelle, OK. Et Fanny, plutôt dans l'alimentation, les relations, oui, OK. Bonsoir Louis, on était en train de se poser la question de l'hyper-contrôle. Qui pense être dans l'hyper-contrôle ici sur la totalité de leur vie ou sur un secteur particulier? Magali, pas vraiment pour moi. Mon Philippe, oui, dans beaucoup de domaines. OK, donc des fois, c'est vrai qu'on l'observe à l'extérieur. Super. Donc, on va ce soir, eh bien, voilà, un peu plus définir l'hyper-contrôle. On va essayer surtout de rentrer dans les mécanismes, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quelle est son origine, quelle est la cause. On a toujours besoin de comprendre un minimum la cause pour pouvoir changer tout ça. Et ensuite, on ira voir, bien entendu, comment s'en sortir, c'est-à-dire comment passer de l'hyper-contrôle à une saine maîtrise de soi. OK ? À savoir que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant je suis dans l'hyper-contrôle, il faut absolument que j'en sorte. Bien, on va voir justement, l'idée, c'est pas de passer d'un extrême à l'autre, c'est de trouver le centre qui est la maîtrise de soi. Cécile, mais tu n'es pas dans l'hyper-contrôle, dans le rangement ni dans l'alimentation. OK, donc on va voir un petit peu justement les mécanismes. Et Yasmine, tu dis que tu es dans le contrôle si tu n'es pas à l'aise. Voilà, super. Donc tu commences déjà à nous donner des informations sur les causes de l'hyper-contrôle. OK, alors j'ai pris beaucoup de notes parce que
J'essaie de tenir le timing. J'ai envie qu'on reste ensemble 1 heure et pas plus pour que ce soit quand même assez fourni, on va dire, et conséquent en termes de contenu, mais qu'on dépasse pas trop le temps. Donc, je vais essayer de suivre ma prise de notes. Et donc, on va démarrer dans un petit peu l'explication de l'hypercontrôle. Donc, l'idée, c'est que l'hypercontrôle, ça va nous mettre dans une hypervigilance déjà, ok? Donc, on va observer notre environnement et on va avoir ce talent de décoder et d'avoir tout de suite une interprétation très rapide de ce qui se passe, hein, parce que l'idée, c'est de pouvoir justement réagir très vite pour garder le contrôle. Donc, il va y avoir une anticipation des problèmes, une analyse et du coup une hyper-mentalisation évidemment de ce qui se passe, ok, puisqu'on est dans des processus hyper rapides et hyper volontaires en fait. Hein. Et il s'ensuit en général une mise à distance de l'autre, ok, c'est-à-dire que on n'envisage pas l'autre tel qu'il est, mais on l'envisage dans ce qu'il peut induire en fait dans nos fonctionnements. Hein, c'est pour ça que Fanny, tu parlais justement de l'hypercontrôle au niveau relationnel. Ben oui, effectivement, l'hypercontrôle peut venir dans dans les relations relationnelles. Dans les relations relationnelles dans les relations. Et cette mise à distance de l'autre, elle provient en fait d'un besoin en fait que notre image personnelle soit conservée. Okay, l'autre devenant donc du coup un danger. Alors, il y a, on va dire, un mot souvent qui va traduire l'hypercontrôle, même si ce n'est pas la seule manière d'hypercontrôler, ça va être l'idée de perfectionnisme. Donc, mettez-moi des petits pouces si vous sentez que vous êtes victime du perfectionnisme, c'est-à-dire que quand une tâche vous est demandée ou que vous prenez en charge une tâche, vous allez vraiment y penser, la refaire, revenir sur le sujet, voire même du coup ne pas faire cette action parce que l'élan de perfectionnisme en général coupe la capacité au passage à l'action. Ok, on veut tellement contrôler justement ce qu'on veut produire qu'on finit par dire non, mais ce sera jamais parfait. Ok, donc je le fais pas. Ou alors on va y passer un temps démesuré. Hein, ça, on le trouve souvent au travail. On a notre patron, ou même si on est en auto-entreprise, on s'est donné une tâche et on se dit quelque part, je la valide, je la mets en ligne, je la donne à mon patron, quand cette tâche, elle sera parfaite. Alors évidemment, on ne se dit pas tout ça dans notre tête, hein, et clairement, c'est ce qu'on fait. Et on va écrire le rapport, on va travailler la mise en page, on va se dire qu'on n'a pas fait suffisamment de références, on va rajouter des références. Et finalement, au lieu de produire un travail qui, globalement, on va dire, sur ce qui nous avait été demandé, nous aurait pris 1 heure, on va passer 3, 4, 5 heures. Et on se retrouve avec des personnes, surtout si elles ont des postes à haute responsabilité, qui vont partir du travail à 21 heures. Et qui vont dire, je suis débordée de boulot, j'en peux plus, etc. Mais en fait, elles ne se rendent pas toujours compte que le problème vient de leur perfectionnisme à la base, en fait, et qu'on ne leur demande pas forcément nécessairement ce niveau de qualité, on va dire, au niveau de leur travail. Alors, je lis un petit peu ce qui se passe dans le chat. Fanny, oui, souvent exigeante avec moi, avec les autres. Philippe, qui met des petits pouces. Émilie, perfectionniste et exigeante. Oui, évidemment. C'est bien que tu amènes ce mot. C'est effectivement, c'est une notion d'exigence envers soi-même, qui se traduit en général souvent aussi par une exigence envers l'autre. Hein. Il y a toujours un miroir relationnel qui se fait. Donc, oui, tu le reconnais aussi, Magali, surtout pour ton conjoint, mais un petit peu pour toi aussi. Cécile, mais curieusement, pas dans tout. Pourquoi? Alors, on reviendra sur ça, Cécile, effectivement. Il y a des secteurs, on peut être vraiment au niveau de la personnalité, fonctionner comme ça sur tous les secteurs de notre vie, ou on va choisir certains secteurs. On va comprendre pourquoi. Alors, Laetitia, tu dis, je fais de la mais en conscience. Ok. Et Yasmine, tu aimes les choses bien faites. Voilà, ok. Donc ça, c'est vraiment, il va y avoir un niveau de curseur, en fait. Là, on dit souvent, le mieux est l'ennemi du bien.
c'est qu'effectivement, vouloir des choses bien faites, ben c'est tout à notre honneur, évidemment, hein, c'est parce qu'on a envie d'honorer un bon travail. Et il faut sentir quand ça commence à devenir trop, c'est-à-dire à quel moment ça m'empêche de rester dans l'espace-temps qui m'est imparti par rapport à ce que j'ai demandé. OK? Par exemple, si je veux faire une conférence sur la maîtrise de soi, et si je l'avais fait il y a quelques années, j'aurais sûrement passé des semaines à la construire et peut-être que je n'aurais fini par ne pas la faire parce que j'aurais toujours été insatisfaite de ce que je voulais vous transmettre. Alors que là, je me suis dit, j'ai des choses à transmettre sur la maîtrise, j'ai envie de le faire parce que je vois vraiment il y a des besoins. Et je vais juste me prendre, je me suis dit, je me prends une demi-heure, trois quarts d'heure avant la conférence, je pose mes idées et je transmets. OK? Et je sais très bien que cette conférence, elle aurait été bien plus parfaite, mais je suis sûre qu'elle va vous apporter des choses positives dans votre vie. Et c'est juste ça qui m'importe. Et très sûrement que si j'en refais une dans 1 an ou dans 2 ans, ben, elle sera encore meilleure, évidemment. Donc, effectivement, dans quel domaine ça se joue? On peut l'observer au niveau vestimentaire. Hein, il y a des personnes qui vont être en hyper contrôle au niveau de leur aspect physique. Donc, ça peut être aussi le maquillage pour la femme. Il y a des femmes qui ne peuvent pas sortir naturelles, en fait, hein, qui ont besoin toujours d'être très maquillées. C'est une forme d'hyper contrôle. Ça peut se faire au niveau de la propreté de la maison, hyper contrôle de la maison. Hein, ça s'appelle de la maniaquerie après. Quand c'est en excès. Hein, mais est-ce qu'on peut tolérer d'être dans quelque chose d'un petit peu, sans dire sale, hein, enfin, il y a des niveaux ou pas. Ça peut être au niveau des horaires, au niveau du sport, c'est-à-dire de notre aussi forme physique en fait, au niveau de l'alimentation et au niveau effectivement des autres. Enfin voilà, il y a plein de domaines en fait où peut s'exercer le perfectionnisme et l'hypercontrôle. Donc, quelles sont les causes en fait? Pourquoi on en arrive à faire ça? Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y a un message intériorisé qui est lié à l'attente qu'on a de soi-même et qui est souvent l'intériorisation de messages parentaux. Hein, globalement, quand on est un enfant, on n'a pas trop d'attentes vis-à-vis de nous-mêmes parce que d'abord, l'image de notre moi, elle n'est pas encore tout à fait formée. OK? Donc, on va naturellement expérimenter. Et petit à petit, on va entendre des messages parentaux qui vont nous conduire à nous comporter d'une certaine manière. Là, vous connaissez peut-être les 5 drivers de l'analyse transactionnelle, dont un, effectivement, c'est soit parfait. Il y a aussi fait des efforts. Là, les 5 ne me reviennent pas en tête, mais je pourrais vous les retrouver si vous voulez. Mais enfin, en gros, qui sont on dit des drivers, c'est-à-dire que finalement, on va les incorporer dans notre fonctionnement de tous les jours. C'est fait plaisir aussi. Il fait des efforts, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'on va se mettre à faire une action, eh bien, elle va être stéréotypée par ce driver pour faire plaisir à papa, à maman, convenir et se faire aimer. Okay? Donc, ça met des attentes qui sont démesurées envers nous-mêmes. Et cet hypercontrôle provient aussi d'une idée de calmer, voire de complètement squeezer les peurs, c'est-à-dire de ne pas être à l'écoute de nos peurs, et notamment la peur de mal faire, la peur de faire mal, la peur de l'échec, qui vont être celles qui reviennent le plus souvent en réaction, enfin, comment dire, où l'hypercontrôle va être une réaction en fait à ces peurs. C'est-à-dire quand j'ai peur, je ne veux surtout pas la traverser, écouter ces messages et agir avec mon élan de créativité depuis cela, mais je mets tout de suite un couvercle dessus et clac, et j'hypercontrôle. Okay? Donc là déjà, Cécile, tu peux sentir que tu ne vas pas avoir les peurs dans tous les domaines. Okay? Donc ça peut déjà un petit peu expliquer la sectorisation, mais on verra surtout par la suite pourquoi, encore plus. Évidemment, la peur qui va revenir le plus souvent, puisque la cause vient du regard de l'extérieur, et notamment du regard que nos parents ont porté sur nous, eh bien, ça va être la peur du jugement, évidemment. Et la peur du jugement
qui est, on va dire, imaginé extérieur. Mais en fait, quand on va vraiment regarder à l'intérieur de soi, souvent, il n'y a pas tellement de ça, il n'y a pas tellement de gens qui nous jugent à l'extérieur. On se confronte à notre juge intérieur. Hein. On l'a tellement intériorisé qu'on le projette sans arrêt sur les autres. Ok. Donc, au final, l'hypercontrôle qui vient vraiment de notre sphère mentale, elle est souvent pour réprimer une émotion, réprimer un sentiment, et notamment un sentiment qui est propre à chaque être humain sur Terre et dont on ne parle pas beaucoup, qui est le sentiment de honte. Ok ? D'ailleurs, enfant, on a souvent entendu, mais tu n'as pas honte de faire ça, d'avoir fait ça, hein, et vous pouvez ressentir ce qu'on pouvait ressentir enfant, qui est une espèce de recroquevillement, une envie de disparaître, une sensation d'être mauvais, d'être... je sais pas, si vous pouvez vous y connecter là maintenant, moi je sens que mes fesses et mon sacrum, il est tout faiblard, mes jambes, elles n'existent plus. Il y a comme quelque chose qui me dit n'existe pas. Et ça va être un petit peu différent sur chacun en fonction de vos structures de caractère, votre vécu, etc. Mais globalement, le perfectionnisme et l'hypercontrôle est là pour masquer la honte. Ok ? La honte, en plus globalement, d'être qui je suis, c'est-à-dire d'être imparfait. Donc, à chaque fois que j'utilise le perfectionnisme et l'hypercontrôle, eh bien, je m'empêche de connecter ma vulnérabilité et au final mon humanité. Donc là, vous pouvez déjà sentir en fait cette part de nous à l'intérieur qui se sent tellement fragile et qui aurait besoin d'être soutenue plutôt que d'être écrasée par monsieur ou madame hyper contrôle. Il faut imaginer une espèce de gros robot mental qui vient tout de suite avec ses idées toutes faites, ses drivers, voilà, son organisation, comment dire, une manière de fonctionner qui souvent nous a été apprise, hein, et qui n'a rien à voir avec notre créativité d'être. Donc du coup, qu'est-ce que ça crée comme désagrément, cet hypercontrôle et ce perfectionnisme? Eh bien, en fait, ça nous coupe de notre créativité. Ok, on n'est pas du tout relié à notre créativité, puisqu'en fait, qui a les manettes, c'est uniquement notre moi, notre personnalité. Hein. Pour ceux qui me suivent un peu, je parle beaucoup des 3 états qu'on apprend en magnétisme humaniste, le moi, l'âme et le soi. Et donc, le perfectionnisme, il va vraiment perfectionner l'image du moi. Donc, il raye complètement la capacité à l'âme et au soi de se manifester, tout simplement parce que l'âme et le soi sont des vecteurs de créativité, de nouveauté que le moi ne supporte pas. Okay, donc, on veut rester dans le cadre de ce que l'on connaît pour se rassurer. Alors, je prends juste un petit temps pour regarder vos commentaires. Philippe, c'est tout à fait ça. Là, ça chahute, tu dis Philippe. Je vois la dualité. Oui, c'est ça, effectivement. Émilie, j'ai perdu la vidéo. Est-ce que ça vient de ma connexion ou est-ce de même pour vous? Non, normalement, la connexion... Enfin, il n'y a pas eu d'interruption, Émilie. En tout cas, si tu es revenue, eh bien, c'est super. Reste avec nous. C'est peut-être ta propre connexion qui déconnecte. Ok. Alors, maintenant, c'est intéressant parce que quand on vit ça, en général, qu'est-ce qu'on recommande à la personne, hein? Si une personne qui est victime un peu de perfectionnisme et d'hypercontrôle, qu'est-ce qu'on va lui dire en général? Alors, j'aimerais bien savoir votre réponse. Si je venais comme ça et que je vous disais « Oh là là, mais je suis trop en hypercontrôle, je contrôle tout, je me prends la tête », naturellement, qu'est-ce qui vous vient comme conseil? Parce que vous l'avez sûrement entendu. Je vous invite à répondre à cette question ou à me dire ce que vous entendez en général quand il y a une personne qui dit souffrir de ça. Quel est le conseil qu'on lui donne? Alors Philippe, toi tu médites, ok.
Donc ça, on verra que ça fait partie des bonnes solutions. Tu souffles. Voilà, Fanny, merci. Détends-toi, lâche prise. Voilà, on dit en général à la personne, mais lâche prise. Arrête de te prendre la tête. Lâche prise. OK. Eh bien, voilà, Eliane, tu confirmes, lâche prise. Alors, est-ce que c'est la solution de lâcher prise? C'est ce qu'on va voir. En fait, le lâcher prise, c'est l'autre opposé de l'hypercontrôle. OK? C'est-à-dire, quand il y a un excès de tension, parce qu'effectivement, l'hypercontrôle, c'est un excès de tension, hein, parce qu'en général, ça nous prend la tête, on est sans arrêt en train de réfléchir. En plus, on se coupe de nos émotions, donc toutes les émotions qui pourraient remonter, ben, en fait, l'énergie, elle est... Hein, il y a un truc qui gonfle à l'intérieur. Donc, cet excès de tension, à un moment donné, il faut qu'il y ait une décompensation. Et la décompensation, elle se fait par le lâcher-prise. Donc, en fait, toutes les personnes qui sont en hyper-contrôle vont avoir des moments de décompensation et de lâcher-prise. En fait, ça se fait spontanément. Okay? Sauf que le lâcher-prise, il ne va pas se faire de la même manière pour tout le monde. Alors, comment ça va se faire? Ça va ou se faire le lâcher-prise par, du coup, poum, je lâche la bride de mes émotions et de mes pulsions. Donc, ça va sortir par une crise de colère, par des larmes, n'importe quelle émotion. On va dire en général, c'est surtout ces deux qui vont se manifester. Donc, une perte complète de contrôle de soi. Et ça va dépendre un petit peu de votre caractère. Moi, c'était beaucoup par la colère. Enfin, ça peut toujours l'être, évidemment. Hein. Je ne suis pas sortie complètement de ce yo-yo hyper contrôle et lâcher prise, hein, évidemment. Donc voilà, pulsion émotionnelle. Et ça peut aussi passer par, du coup, je lâche prise, je fais rien. D'ailleurs, je crois, je regarde un petit peu le chat, il me semble avoir vu passer... Ah oui, Cécile disait, il n'y a que ceux qui font rien. Eh bien oui, justement, c'est que du coup, on fait rien. Oui, blocage du dos, exactement. Ça peut être une manière, en fait, pour le corps de lâcher prise. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir une somatisation. Mais du coup, un lâcher prise en termes de faire, ça va être je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. C'est-à-dire que je vais hyper contrôler, je vais faire plein de trucs et à un moment donné, je me mets dans mon canapé avec mes chips devant. Je dis Netflix, moi je ne l'ai pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui parlent de Netflix. Enfin bref, devant la télé. Et ça, ça entraîne à quoi? À la procrastination. OK? Donc, j'aimerais bien savoir quel est votre lâcher-prise, on va dire, le plus courant. Est-ce que c'est plutôt, je laisse mes émotions me diriger d'un coup, donc, et là, c'est là qu'on va commencer à parler de pulsion alimentaire, ou est-ce que, du coup, je fais rien, mais c'est une détente qui est mal à propos, entre guillemets, elle est exagérée, elle ne vient pas forcément au bon moment, et on peut le sentir comme une procrastination, une incapacité à passer à l'action. Alors dites-moi, quel est votre lâcher-prise favori? Comment est-ce que vous décompensez l'hypercontrôle qui peut se faire de manière consciente ou inconsciente? J'écoute un petit peu vos réponses avant de passer à la suite. Et en attendant vos réponses, je vais parler de ce qui se passe au niveau alimentaire. On le dit souvent, quand on fait un régime, on perd 5 kilos et puis juste après, on en reprend 10. C'est que ça illustre exactement ce fonctionnement-là de l'hypercontrôle et de la décompensation. C'est-à-dire que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais m'hyper-raisonner, donc je vais être dans un hyper-contrôle, donc je vais manger ou que des protéines, ou je vais manger que ça. Enfin, en tout cas, il y a un interdit. Donc, je vais hyper-contrôler et tous les matins, je vais me dire non, tu ne mangeras pas ça, mange ça, etc. Et puis comme on voit quand même des effets sur la balance, on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup. On s'était engagé sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Donc quand ça s'arrête, en général, il y a un besoin de décompensation. Donc on va basculer du côté de lâcher prise. Et là, en général, on va se ruer sur n'importe quoi qui va contrebalancer les effets du régime. Donc, on est vraiment dans ce phénomène hyper contrôle et lâcher prise. Et ça ne fonctionne pas, évidemment, du coup. Alors, je lis un petit peu vos réponses. Chantal, tu vas plutôt être dans les pulsions. Yasmine aussi, la pulsion émotionnelle. Cécile, je mange mal, je hurle, parfois je fais du sport. Oui, le sport peut être une décompensation, effectivement.
c'est pas la plus préjudiciable. Musique, parfois excès d'alimentation pour compenser, chocolat. Christelle, bonsoir Magali, quand je commence à hyper contrôler au travail, je souffle et je me rappelle que je dois me faire confiance. Oui, super. Ben là, tu es déjà dans la solution, Christelle, dont je vais parler. Super. Fanny, je ne sais pas, faire du sport peut-être, prendre l'air, marcher, sinon j'arrive quand même à me recentrer. Je pense pas être dans l'hyper-contrôle, mais dans le contrôle quand même. Sinon, musique, vidéo qui me calme. Ok. Oui, effectivement. Alors, l'idée, c'est qu'on n'a pas toujours conscience de notre hyper-contrôle et de notre lâcher-prise, hein, parce que ça devient un espèce de naturel. Et puis, tout le monde ne souffre pas de ça, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est valable pour tout le monde, évidemment. Ok. Il y a en fait, par rapport à se protéger de notre vulnérabilité et de notre sentiment de honte, il y a en fait différentes stratégies dont le perfectionnisme et l'hyper-contrôle en est un, mais il y en a d'autres. Ok. Donc là, je ne parle que du perfectionnisme. Ok, donc là, vous comprenez qu'on est dans un yo-yo. Un yo-yo qui ne convient pas, en fait, parce qu'on est emprisonné par des extrêmes, par des excès. Donc là, la solution, ça va être une mise au centre, ok, ça va être un alignement. Donc déjà, c'est l'observation de ces deux opposés, ça c'est hyper important. Ah tiens, hop, là je me vois en hyper contrôle. Ah bon, ben là j'ai lâché la pulsion. Déjà, ça va être hyper important d'en prendre conscience. Et c'est en fait, au départ, la conscience des deux pôles, même si on y va, mais déjà on a la conscience, puis petit à petit, une mise à distance en fait de ça qui va permettre une saine maîtrise de soi. Alors, pour vous parler en fait de cette capacité à trouver la maîtrise de soi, je vais vous parler d'un arcane du tarot de Marseille, parce que vous savez que je suis donc numérologue. C'est vrai que je ne me suis pas présentée, je suis partie du principe que tous ceux qui étaient là me connaissaient, puisque vous êtes sur mon profil, mais je vais quand même dire deux mots de qui je suis. Donc, je m'appelle Magali Volpes-Bayo, je suis guide en chemin de vie, magnétiseuse humaniste et numérologue. En fait, j'aide toutes les personnes qui sont en quête de sens à se reconnecter avec leurs valeurs uniques, avec la numérologie, à dépasser les blocages qui leur empêchent de la connecter avec le magnétisme humaniste, et ensuite à poser des actions concrètes dans leur vie grâce au tarot que j'ai créé, le tarot numérologique de votre chemin de vie. Donc, je suis effectivement une passionnée du tarot depuis mon adolescence. Et j'avais envie, pour vous illustrer cette thématique en fait de la maîtrise de soi, vous parler de l'arcane numéro 11, la force, que j'ai voilà, juste un petit peu repris ici de manière schématique pour vous parler de différents symboles, si ça vous intéresse. Donc voici l'arcane de la force, l'arcane numéro 11, qui représente une femme avec un chapeau en forme de l'infini et 7 petits diamants, on va dire, sur sa tête, qui tient la gueule d'un lion. Ok ? Donc, on va voir très brièvement. On n'est pas là pour faire un cours de numérologie ou de tarot, mais je trouve que ça marque bien les esprits de le voir en image. Là, vous avez en fait à l'image comment on arrive à la maîtrise de soi. Donc déjà, c'est une femme, ok ? Donc quand on allie l'idée de force, hein, puisque c'est écrit avec une femme, c'est qu'on n'est pas en train de parler de force physique, mais de force psychique, ok ? Donc ça, c'est très important parce que ça nous montre que la femme n'est pas en train de tenir la gueule du lion par sa force, par ses muscles. D'ailleurs, elle a plutôt une attitude détendue. Elle est en train de tenir la gueule du lion ouverte par sa force psychique, ok ? Elle représente l'esprit, et ça on le voit justement parce que elle a un chapeau en forme de l'infini, donc c'est bien que sa tête est reliée à l'infini, donc est reliée à la puissance divine, à la guidance divine, et qui plus est avec 7 petits picots sur sa tête, c'est-à-dire ça nous renvoie à l'arcane numéro 7 dans le tarot, qui montre l'autonomie, la réussite, on va dire, de soi par la clarification du mental, c'est-à-dire que le mental se met au service de la voix divine, de la guidance divine. Ok ? Et donc cette femme tient ce lion la gueule ouverte. Et donc quel est ce lion ? Ainsi, cette femme représente la force de l'esprit. Que représente le lion ? Eh bien, le lion, il représente les pulsions du corps.
Donc, il y a certains auteurs qui parlaient de la libido, de la pulsion de la libido, mais qui n'est pas que reliée au sexe, en fait. Hein. La pulsion de la libido, c'est quelque chose de beaucoup plus large, qui est en fait relié à la vitalité du corps. C'est ça. Donc, on pourrait aussi dire qu'ici, la femme représente notre soi et le lion représente notre moi. Et que la dynamique, en fait, dans laquelle elle relationne avec le lion pourrait être notre âme. Donc, voilà pour la sagesse de cet arcane qui nous enseigne du coup que pour tenir les élans vitaux, pour les dompter, en fait, ce n'est pas par la force de notre, la force physique, c'est-à-dire la force de nos muscles. On ne force pas, c'est notre présence en fait. Et cette présence, c'est la présence de l'esprit conscient. Et l'esprit conscient, c'est une force d'amour qui est conscientisée. Ok, en fait, ce qu'elle représente, cet arcane, c'est l'amour conscient à l'œuvre. Et pour ceux qui ont lu, parce que je vois qu'il y a notamment quelques magnétiseurs humanistes dans la salle, pour ceux qui ont lu Initiation de Elisabeth Eich, et je le recommande à tous ceux qui ne l'auraient pas lu, à un moment donné, quand elle est dans la vie où elle est fille de Pharaon, son père lui apprend à dompter le lion, justement. Et comment il lui apprend, en fait, c'est qu'il lui apprend à maîtriser justement son amour, en fait. C'est son amour du lion, sa connexion, en fait, intime et respectueuse du lion qui lui permet de réussir à monter sur un lion comme on monterait sur un cheval, ok ? Alors qu'on peut très bien imaginer qu'un lion ne se laisse pas aussi bien dompter qu'un cheval. Hein. C'est pas pour rien qu'on a choisi le cheval pour le monter, c'est parce que c'est un animal qui est beaucoup plus docile, contrairement au lion qui pourrait en plus, en étant prédateur, nous croquer. Ok ? Donc ça nous donne vraiment l'ingrédient majeur qui nous permet de sortir du yo-yo, de l'hyper-contrôle et du lâcher-prise pour revenir à la maîtrise de soi, c'est l'amour conscient. Donc j'imagine que ce n'est pas la première fois que vous entendez que la clé vraiment du déploiement de notre être, c'est la capacité à se connecter à l'amour de soi. Ok ? Donc on va utiliser sa force psychique dont les attributs sont la foi, la confiance. Donc c'est pour ça que dans mon tarot, l'arcane 11, je l'ai représenté, on va dire, dans sa dimension énergétique et avec le nom de la confiance, qui n'est pas la confiance en moi, la personnalité, mais qui en fait est la confiance en la vie, en Dieu à l'intérieur de moi, en cette énergie d'amour conscient à l'intérieur de moi. Donc au final, ce que ça nous apprend, cet arcane, c'est que c'est l'amour conscient, donc Dieu à l'intérieur de moi, qui devient la cause profonde de nos actes. C'est ça l'objectif en fait. C'est la connexion avec une force à l'intérieur de nous qui tend vers l'unité de notre être, hein, donc l'unité moi, âme et soi, et évidemment l'unité à un sens plus global avec les gens qui nous entourent. Alors maintenant, puisque je vais essayer de garder le challenge de 1 heure, on va voir comment on peut faire en pratique pour connecter avec cette force d'esprit conscient et d'amour. Donc, il y en a certains qui nous ont déjà donné un petit peu leurs astuces qu'ils faisaient quand ils sentaient qu'ils étaient victimes de perfectionnisme. Donc, merci. Ça va vraiment répondre et abonder dans ce que je souhaite vous transmettre. Donc, déjà, ce qui est important, c'est de changer d'état d'esprit. Il faut passer de qu'est-ce que vont penser les autres, qui est aussi finalement qu'est-ce que je vais penser de moi, ok, à ce que je suis suffit. Vous pouvez juste prendre le temps de verbaliser ça et de voir ce que ça fait à l'intérieur de vous dire, quoi que je fasse, ce que je fais, ce que je suis, suffit. Je me suffis. Et vous pouvez sentir ce qui peut se déposer, ce que vous pouvez vous autoriser à déposer en connectant avec cette croyance-là. Là, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à avancer, à évoluer vers l'excellence de qui vous êtes. Bien au contraire. Il faut savoir que le perfectionnisme est un obstacle à notre excellence.
Je vous rappelle que le perfectionnisme nous coupe de notre créativité. Donc, comment on pourrait aller vers l'excellence de qui nous sommes si nous sommes coupés de notre créativité? Le perfectionnisme nous enferme dans les carcans de notre personnalité, de notre petit moi, le petit moi, la chose la plus petite avec laquelle nous sommes venus, qui est conditionné, qui plus est, par nos parents, la famille, l'école et éventuellement d'autres dogmes que pourrait être la religion ou voilà, je ne sais quelle autre structure, peut-être l'esprit de votre boîte ou voilà. Donc on passe vraiment de la prédominance du faire à la prédominance de l'être, hein, ce qui est toute comment dire, l'état d'esprit dans lequel je fais aussi avancer les personnes qui viennent me voir sur leur chemin de vie. C'est vraiment le chemin de vie, ce n'est pas tant des choses à faire, même si après on va évidemment faire des choses, mais c'est surtout revenir à son être, revenir à sa qualité de rayonnement, à son unicité, et en connectant cela, alors naturellement notre créativité est à l'œuvre, et alors on fait des choses. Ok ? Donc ça, c'est vraiment important, changer cet état d'esprit. Et pour changer cet état d'esprit, souvent, ça passe par une appropriation de votre histoire, ok? De vos blessures, de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez compris. Mais c'est important de se l'approprier, de mettre du sens et voilà, de se comprendre, de comprendre ce qui nous est arrivé, qui nous a amené en fait à fonctionner comme ça. Donc, ça peut être aussi voilà, trouver les drivers parentaux, trouver les croyances qui nous ont été inculquées, les virus de pensée même, la notion de devoir et de performance qui nous a été transmise de l'extérieur. Ça, c'est vraiment important. Hein, toute personne qui ne prend pas un temps quelque part voilà, d'introspection et de retour sur son histoire va avoir du mal à débrancher, on va dire, les causes de ce perfectionnisme. Et quand je dis s'approprier, ce n'est pas que comprendre, c'est vraiment le faire en connexion avec soi-même, d'où mon amour pour l'outil du magnétisme humaniste qui va vraiment accueillir la personne dans la globalité de son être. Et donc, en parlant de son histoire, papa, maman, le reconnecte aussi à ses ressources bien plus vastes, et notamment son père et sa mère intérieure, père et mère divins. Voilà, c'est ce qui va nous aider vraiment à nous approprier l'histoire et à se transformer à partir de ça, de ne pas rester dans l'impuissance. Puisque au final, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, l'hypercontrôle ou le perfectionnisme, c'est une envie de toute puissance en fait, qui a hérité de notre enfant intérieur. Le lâcher-prise nous amène souvent à une impuissance et une anxiété. Ok, donc l'idée c'est de lâcher ce yo-yo toute puissance, impuissance pour trouver une saine, une juste puissance de soi, une juste puissance d'être. Ok, et ensuite, au niveau du changer d'état d'esprit, c'est en fait de pouvoir, donc c'est cette idée de vulnérabilité, en fait, c'est de comprendre que nous sommes tous des êtres vulnérables, on a tous été blessés par la vie, dans cette vie-là, avec nos parents, notre famille, mais on a aussi été blessés dans nos vies antérieures, dans notre être. Et tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des fêlures, ok? Et que l'idée n'est pas de mastiquer toutes ces fêlures, de toutes les guérir, et qu'on ait enfin un vase complètement parfait. Non, l'idée, c'est plutôt de porter un regard de compassion, d'amour et de bienveillance sur ces fêlures-là, et de prendre conscience que c'est par ces fêlures que rentre la lumière. De manière à ce qu'on ne soit pas dans un désir de perfectionnement du moi, ok, perfectionnement de la personnalité. C'est normal que la personnalité, le moi ait ses fêlures, et heureusement, parce que c'est par là que rentre la lumière de la conscience qui nous guérit non pas en plâtrant ce qui nous est arrivé, mais en nous permettant de connecter à quelque chose de beaucoup plus vulnérable à l'intérieur de soi, de beaucoup plus précieux, qui est la rencontre avec le divin à l'intérieur de nous. Voilà, donc ça, c'est la première étape, c'est de changer l'état d'esprit. Et ensuite, il y a effectivement un peu, on va dire plutôt des astuces ou des techniques.
Alors, je vais lire un petit peu quand même vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle, cet état d'esprit. Alors, bienvenue à Laurence, Karine, Freddy, Martine, Patricia. Donc, Philippe, tu nous dis, on n'est plus dans le même axe de pensée, on revient à notre unité avec abstraction de l'extérieur. Exactement. On vient en référence, en auto-référence, en référence interne. Bonjour aussi Brigitte, Sophia, Sébastien. Philippe, tu rajoutes, oui, lâcher les blessures pour éviter de réitérer et se pardonner, Emmanuel. Oui, en effet. Alors maintenant, sur les petites astuces, on va dire, l'idée, c'est déjà de prendre conscience des déclencheurs. Hein. Quel est le déclencheur qui, poum, vous met dans un hyper-contrôle? Parce que on va partir du principe que vous n'êtes quand même pas dans un hyper-contrôle permanent. En général, quand on est tout seul, déjà, on contrôle moins. Donc, repérer les déclencheurs. Donc, quand est-ce que je me connecte avec une peur ou quand est-ce que dans l'environnement, il y a la personne, le comportement, l'événement qui, naturellement, me met en mode perfectionnisme. Donc, quand il y a ça qui arrive dans ma vie, vous avez été plusieurs à le dire, effectivement. Pour moi, la première étape, c'est respirer. Quand on veut couper quelque chose de pulsionnel, il faut forcément mettre un temps de retour à soi. Et la respiration est vraiment l'outil majeur qui est accessible dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation, on peut même ne pas répondre à une question, mais juste prendre le temps et respirer. Hein, ça nous permet de nous poser, première chose. Et on peut y rajouter d'autres ancrages. Ok, ça peut être des ancrages kinesthésiques, c'est-à-dire se toucher à certains endroits du corps. Ça peut être, donc ça va être plutôt kinesthésique. Au niveau auditif, on peut répéter des choses à l'intérieur des soi, comme je suis calme, je reviens à l'intérieur de moi, ou des mots comme paix, sérénité, je reste là. Voilà, tout ce qui pourrait vous faire du bien. Et on peut aussi fermer les yeux quelques instants, si vous êtes plutôt visuel, et vous ramener des images qui vous font du bien. Une image de nature, une couleur. Hein, il y a des couleurs qui... Moi, je sais que le vert, globalement, en couleur thérapie, est une couleur qui calme énormément le système nerveux. C'est pour ça qu'on aime bien justement se ressourcer dans la nature. C'est aussi en dehors de l'énergie vibratoire des arbres, des plantes, il y a aussi cette omniprésence de la couleur verte. Donc, fermer les yeux, poum, et se faire un shoot de vert. Voilà. Bref, rajouter des ancrages à la respiration qui vont fortifier la respiration et dont l'objectif, en fait, est de se connecter à nos ressources intérieures et notamment à l'amour à l'intérieur de nous, à l'amour pour nous. Ok, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce que j'ai envie, en fait, de faire en me respectant, en étant vraiment connecté à l'amour de moi. Est-ce que si je vais dans ma pulsion, dans mon hyper-contrôle, je suis dans le respect de moi-même, est-ce que j'agis par amour pour moi? En général, non. Hein, on est plutôt en train de se juger, d'être féroce à l'intérieur de soi. Donc, ça manifeste pas l'amour de soi. Ok? Donc, pour réussir à manifester l'amour de soi, il faut réussir à le connecter à l'intérieur. Et travailler, donc ça effectivement, c'est sûr que plus vous allez travailler ça dans des moments de méditation, plus vous allez pouvoir après l'emmener dans votre vie courante. Ok, donc travailler en méditation, la connexion à l'amour. Si vous ne connaissez pas la chaîne du magnétisme humaniste, il y a plusieurs méditations sur l'amour. J'en pense à 2 particulièrement qui pourraient par exemple vous aider en méditation audio et guidée. Et en le travaillant justement dans des espaces comme ça régulièrement, eh bien en général ça fait un ancrage à l'intérieur de soi et poum, on reconnecte, ok? Et l'idée, c'est de se donner de l'auto-empathie, parce que manifester l'amour de soi, c'est se donner de l'auto-empathie. C'est-à-dire, si évidemment vous êtes en train de vous juger en vous disant, et voilà, ça y est, je veux aller dans l'hyper-contrôle, et mon histoire de perfectionnisme, etc. Si vous exprimez des jugements, évidemment, ça ne va pas fonctionner, ok? Vous allez peut-être aller dans le lâcher-prise, mais dans un lâcher-prise de décompensation, vous n'êtes pas au centre. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à être dans l'auto-empathie et à voir ce qui est en train de se mettre en place chez vous et être totalement tranquille et OK avec ça. OK? Donc, après, on va prendre un exemple avec l'alimentation.
Et quand on arrive à faire tout ça, ben, du coup, on a plus de chances de générer une action qui va être alignée avec ce respect, cet amour de soi, que plus dans la réactivité liée à l'hypercontrôle. Alors, dites-moi si c'est clair pour vous, si vous avez peut-être des choses à rajouter de votre propre expérience à ce mode opératoire un petit peu pour trouver la maîtrise de soi. Alors, je vais regarder un petit peu vos messages déjà. Donc, Chantal, tu dis que ça te parle complètement. Muriel aussi. Cécile, respiration et éloignement momentané. Oui, effectivement, Cécile, quand on a besoin de ce centrage, parfois, ben, on a besoin de sortir de la situation. Effectivement, merci de rajouter cela. Méditation, oui. L'EFT, oui, effectivement, ça peut être un petit outil qui va, un ancrage quelque part, hein, qui va rajouter, comment dire, une, ouais, oui, c'est ça, un ancrage et une capacité à se retrouver, à se recentrer. Yoga, méditation. Et donc, Émilie, tu dis comment détecter lorsqu'on part dans l'hypercontrôle? Et oui, c'est ça. Ça va vraiment être tout l'enjeu de l'auto-observation, d'où d'ailleurs les courants de méditation de pleine conscience, en fait, qui nous permettent vraiment de pouvoir aussi être pleinement conscient de ce qui se passe à l'extérieur et donc à l'intérieur de soi. Alors, ça va peut-être être différent un petit peu pour chacun, mais je pense qu'un des déclencheurs, on va dire, enfin, qui peut te faire sentir que tu es dans l'hypercontrôle, ça va être un raidissement. Hein, globalement, quand on est dans la maîtrise de soi, il y a quelque chose de très souple, de très chaleureux, de très vivant, en fait. Hein. Et l'hypercontrôle nous fait passer en mode survie. Donc, la mode survie, en général, qu'est-ce que ça se passe? Il y a quelque chose qui se crispe, il y a quelque chose qui est raide. Et après, ça va fermer, on va dire, ou certains chakras ou certaines zones du corps. Moi, je peux parler de moi. Quand je suis dans l'hypercontrôle, en général, il y a quelque chose qui verrouille au niveau du bas de la colonne vertébrale. Clac, ça fait clac, comme ça. Et j'ai les fesses qui se crispent, j'ai les genoux qui se bloquent. En général, il y a des choses qui bloquent. Et c'est très subtil, hein, c'est-à-dire que il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte, par exemple, des genoux qui bloquent. Je le faisais vraiment naturellement. D'ailleurs, j'avais des problèmes aux genoux. Parce qu'évidemment, à force de bloquer, puis même de rester complètement coincé pendant des fois des heures, le genou, ça le met à mal. Donc, c'est important de sentir qu'est-ce qui a tendance à bloquer chez toi, Émilie, et du coup chez tout le monde. Hein. Pour que ça devienne un indicateur de dire, oh là là, là, je suis en train de passer en mode hyper contrôle. Je relâche, je respire et je retrouve la confiance en moi de pouvoir gérer l'événement de manière différente et beaucoup plus aimante pour moi et pour l'autre. Émilie, est-ce que c'est suffisamment précis? Est-ce que ça t'a apporté suffisamment d'informations? Dis-moi. Fanny, tu dis oui, super, merci. Intéressant le sujet sur les déclencheurs. Cette conf tombe à pic pour moi. Merci Magali. Christelle, pour ma part, respiration, musique apaisante, méditation. Oui, hein, c'est ça. De la même manière qu'on on a tous plus ou moins des canaux favoris. Hein, donc plus la sensation, plus l'audition, plus la vision. Effectivement, moi, je me suis rendu compte aussi, notamment pour mes problèmes de genoux, je l'ai bloqué dès que je rentrais dans une voiture, en fait. Et de mettre la musique dans la voiture, me permettait vraiment voilà, justement, de m'autoriser à respirer, parce qu'en fait, des fois, on ne s'autorise même pas à respirer. On n'arrive pas à passer en mode je me fais du bien, ok? Chantal, moi, c'est le bas du dos. Oui, voilà, hein, c'est souvent vers le bas. Mais bon, il y en a des fois, c'est entre les omoplates aussi, ou c'est le plexus solaire qui se bloque. Puis il y avoir une sensation de casque aussi au niveau de la tête. Ok, Émilie, tu me dis merci. Cécile, je confirme le dos et les genoux. Ouais, voilà, en général, c'est ce qu'il y a vraiment de plus courant. Ok, donc du coup, pour revenir
sur l'alimentation, hein, puisque c'est vrai que j'ai eu envie de faire cette conférence partage parce que en ce moment, on est en train de préparer avec ma collègue Nathalie Bonneville, qui est naturopathe, un défi de 21 jours sans sucre, donc là pour agir sur notre alimentation. Et évidemment, l'idée du contrôle, du lâcher-prise et de la maîtrise est cruciale quand on parle d'alimentation, surtout quand on envisage une restriction alimentaire, puisque là, évidemment, qu'on soit dans le défi aventure ou défi plus, il va y avoir une idée de restriction. Et alors pour ceux qui voudraient rejoindre le défi de 21 jours sans sucre, il commence le 11. Là, pour l'instant, on est en préparation, donc vous pouvez toujours nous rejoindre. J'ai mis les liens dans la description de ce Facebook Live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, qu'est-ce que du coup j'ai envie de vous transmettre en fait comme conseil par rapport à ce défi ou par rapport à toutes les personnes qui aimeraient réussir à avoir une alimentation plus consciente? Eh bien, c'est de vous poser la question, pourquoi vous choisissez de faire ce régime, ce défi, ce changement alimentaire? Pourquoi? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc, si c'est votre médecin qui vous l'a dit, qu'on vous l'a conseillé, bref, que ça vient de l'extérieur, il y a de fortes chances que vous soyez dans une notion de devoir. Je dois le faire. Je dois le faire. Donc, du moment qu'il y a du devoir, ça peut aussi venir de votre autocritique intérieure. Par exemple, je me supporte plus quand je boulotte du sucre, donc ça suffit, maintenant stop. Il faut que je fasse un défi sans sucre pour arrêter ces compulsions. Vous voyez, si vous vous dites ce genre de choses, c'est qu'en fait, vous parlez depuis votre part perfectionniste, depuis votre hyper-contrôle. Donc, je ne vais pas dire que ça ne va pas fonctionner. Vous allez pouvoir réussir à gérer pendant un petit temps, ok, parce que justement, le perfectionnisme va dire je veux tenir, mais il y a peu de chances qu'en fait, vous réussissiez à mettre en place une alimentation consciente sur le long terme. Et en fait, l'objectif de ce défi, c'est pas tant de ne pas manger de sucre pendant 21 jours, c'est d'utiliser cette période de 21 jours pour réussir à changer son alimentation sur le long terme et à réduire son niveau de sucre de manière générale. Ok ? Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir conscience et de faire le choix de faire ce défi par amour pour vous, ok, et par respect pour votre corps, qui est vraiment votre temple d'incarnation, ok. Le corps n'est pas une finalité, puisqu'à un moment donné, on n'aura plus de corps. On va tous mourir dans le sens où ce corps va finir en poussière. Mais malgré tout, pour le temps qui nous a imparti dans cette incarnation, c'est notre temple, ok. Et donc, s'il est en bonne santé, eh bien, ça nous permet du coup d'exprimer notre créativité avec aisance, avec confort, avec liberté, ok. Donc, c'est hyper important d'avoir conscience de respecter son propre corps. Donc, si vous faites ce défi par amour et par respect pour vous, là, vous êtes vraiment dans l'idée de maîtrise de vous-même. Et c'est pour ça, en tout cas pour vous aider en fait à ce que ça soit possible, c'est pour ça que j'ai créé, et donc ça fait 4 ans maintenant, un groupe Facebook. C'est parce que du coup, on additionne le respect de vous, l'amour de vous, au respect en fait et à l'amour qu'il y a dans le groupe, dans la bienveillance qu'il y a dans le groupe, où vous allez pouvoir justement peut-être dire vos difficultés, vous accueillir dans votre vulnérabilité. Ça ne va pas être facile tous les jours, mais vous aurez un espace où vous pourrez exprimer vos difficultés et vous allez voir, pour qui c'est la première fois, mais pour ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez peut-être témoigner de ce que ça apporte vraiment de savoir que tous les jours, on peut aller sur le groupe et témoigner de nos difficultés comme de nos réussites, évidemment. Ça, c'est vraiment hyper important de tenir un petit journal de nos fiertés sur le groupe, de dire, ça y est, j'ai tenu, j'ai réussi. Pour qu'à la fin de ces 21 jours, vous ayez vraiment acquis une autre manière en fait de gérer votre alimentation qui puisse perdurer dans le long terme, pas forcément d'être sans sucre, mais vraiment de ne plus avoir de réaction pulsionnelle par rapport au sucre. Alors, on arrive presque à la fin d'une heure, donc je vais regarder un petit peu vos messages, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux rester encore quelques minutes pour vous répondre si je peux vous répondre.
Donc Philippe, pour des raisons de santé. Cécile, parce que j'ai conscience que le sucre est mauvais, je veux bien manger et surtout parce que je souhaite perdre du poids. Fanny, pour la santé. Pour moi et ma santé, Yasmine. Laurent, tu dis mon cerveau ne tiendra pas. C'est-à-dire parce qu'il va manquer de sucre, c'est ça que tu veux dire? Philippe, observation des antécédents familiaux, comprendre et adhérer une autre manière de s'alimenter pour corriger et pas reproduire, respect de moi et de mon corps et de mon esprit. Super, super. Muriel, oui, pour ma santé, mon bien-être à tout niveau. Fanny, ça peut mener à l'hypercontrôle par peur de tomber malade. Et puis, j'ai décidé de me faire confiance et de faire confiance à la vie. Oui, effectivement. Ça, c'est vraiment important parce que l'état d'esprit dans lequel on est avec Nathalie, c'est pas du tout. Alors, je suis aussi naturopathe de formation, donc ça m'arrive aussi de donner des conseils pour ceux qui viennent me voir en cabinet au niveau alimentaire, même si c'est pas le cœur de ma pratique aujourd'hui. Et l'idée n'est jamais en fait de polariser sur une restriction. L'idée, c'est vraiment de voir tout ce qu'on gagne en fait, hein, et de se tourner vers des aliments auxquels on n'a pas forcément l'habitude et de sentir quels vont être les bénéfices en termes de santé, mais aussi en train de saveur, de découverte. Hein, c'est pour ça que Nathalie nous concocte un livret de recettes pour que vous puissiez vraiment, pendant ces 21 jours, prendre plaisir. Hein. L'idée, c'est pas il faut couper cette idée de sucre égale plaisir, ok? C'est vraiment, c'est s'alimenter est un plaisir, c'est clair, ça fait vraiment partie des joies de la vie. Et dans une alimentation, on va dire quotidienne, ben, les sucres sont importants. Hein, l'idée de restreindre pendant un certain temps, c'est juste pour reprendre la main sur le niveau de contrôle, euh, on va dire sain vis-à-vis de sucre. C'est pour ça que je parle de maîtrise plutôt que de contrôle. L'idée de contrôle, ça amène souvent à une idée d'hyper-contrôle, alors qu'on va juste maîtriser. On va prendre du sucre et on va manger ce qu'on a envie quand on a envie. Mais de manière générale, hop, on va rester dans quelque chose qui va être voilà, plus modéré. Parce qu'on sait que c'est l'excès qui nuit. Du coup, je ne sais pas si je suis allée au bout au bout de ma pensée. Donc, Chantal, j'ai pris conscience qu'il fallait que je change mon comportement alimentaire. Je compense. Voilà, super. Christelle, parce que j'avais déjà eu la chance de suivre cela l'année dernière et que je souhaite encore améliorer mon alimentation et mon quotidien en prenant soin de moi et de mon corps. La suite du chemin que j'ai commencé il y a plusieurs années déjà à mon rythme. Super, voilà. Exactement. De toute façon, chaque année, ce défi, je le fais chaque année et moi-même, je le fais chaque année parce qu'à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau dans ma relation à l'alimentation. Hein, il faut savoir que moi, j'ai été dans l'hyper-contrôle alimentaire, pas dans la boulimie ou l'anorexie, hein, qui sont vraiment les paroxysmes de l'hyper-contrôle alimentaire. Mais je me suis astreinte à des régimes vraiment très draconiens, pas pour le poids, hein, pour la santé, mais notamment voilà, à être crudivore pendant des années, qui est quand même un extrême alimentaire. Et je ne fais pas du tout de jugement sur ce régime. Hein. Ça peut tout à fait convenir à certaines personnes si elles le font par amour d'elles-mêmes, parce qu'elles sentent que c'est vraiment ce qui est bon pour elles. Mais moi, vu que je suis passée de 69 kilos à 53 kilos, et que j'étais comme ça et que je commençais à avoir des effets secondaires vraiment négatifs sur ma santé, une candidose, je sais plus ce que j'avais, je crois que j'avais souvent mes douleurs au rein, je crois, ont commencé à ce moment-là, ça m'a déclenché des douleurs au rein. Bref, là, j'étais clairement pas dans l'amour de moi, mais dans un hyper contrôle de moi, c'est-à-dire c'est ma tête qui disait il te faut ça, Magali, ok? Donc c'est pas du tout l'état d'esprit du défi dans lequel on est. C'est vraiment de le faire par amour pour soi, pour trouver une saine relation avec l'alimentation. Patricia, pourquoi on peut ne pas s'autoriser à respirer en mode je me fais du bien? Ah, eh bien, ça c'est une bonne question, Patricia, mais en fait, parfois, on a beau se dire avec notre tête, avec la petite partie consciente de l'iceberg, je veux me faire du bien, je veux me respecter, eh bien, il y a 90% d'inconscient derrière qui dit non, tu ne le mérites pas, ça sert à rien, de toute façon, tu vas pas y arriver, ou toutes sortes de petites voix qui nous viennent de nos parts. Alors, il y a beaucoup le juge intérieur, mais il y a d'autres parts. Il y a justement les paroles intériorisées des parents qui, en fait, sabotent complètement ça.
Hein. Donc, quand on est dans l'action, même s'il y a un petit fragment de quelque chose qui dit mais non, fais-toi du bien, respecte-toi, vas-y. Non, boum, il y a la rafale, il y a le tsunami qui l'emporte. Ok. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'importance de s'approprier son histoire, de se reconnecter à son histoire pour réussir à mettre du calme et une connexion avec cela qui apporte du sens et une juste distance du coup après avec cela. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, Patricia. Waouh, 20h20, de 19h19 à 20h20. C'est pas magnifique ça comme tranche horaire pour une conférence de numérologue. Écoutez-moi, au niveau de ce que j'avais à vous transmettre, eh bien, voilà, je vous l'ai transmis. Je vous invite vraiment à ceux qui ne feraient pas partie du défi sans sucre, si vous avez envie de faire une expérience qui va vous permettre de découvrir eh bien, certaines choses à propos de l'alimentation et pourquoi pas bien d'avancer vers une alimentation plus consciente, à nous rejoindre dans le défi, dans le lien qu'il y a ci-dessous. Pour ceux qui sont aussi intéressés, qui ont été intéressés par ce que j'ai dit sur l'arcane de la force et qui sont intéressés globalement par la numérologie, eh bien, je vous invite à rejoindre le groupe numérologie première année pour apprendre du coup à mieux vous connaître et justement à vous réapproprier aussi votre histoire. Hein, ça passe aussi par là. Et il y a aussi le lien, je ne sais pas si c'est dessous, en dessous ou sur les côtés, mais quelque part par là. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre présence, pour votre attention. Pour tous ceux qui regarderont ça en replay, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions a posteriori. C'est sur mon mur, donc j'y répondrai avec plaisir. Je vous embrasse vraiment très, très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles expériences, de nouvelles conférences, de nouveaux ateliers, en tout cas de nouveaux partages de cœur à cœur avec vous. Bonne soirée à vous.